Il a été ministre du président malien ATT. Aujourd'hui, il est le président du Forum civique Mali, un cercle de réflexion sur le processus démocratique. Issa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, on va parler ensemble de la situation politique dans votre pays, de la démission du Premier ministre, bien sûr, de la crise, de la recrudescence des attaques terroristes, et notamment la dernière en date ce matin à Guiré, au moins 14 militaires, ça c'est le dernier bilan, qui ont été tués. Une réaction peut-être ? Oui, ce qui est étonnant, c'est que Guiré, si on voit sur la carte, c'est pas loin de la Mauritanie. Or, la Mauritanie, aujourd'hui, préside le G5. Et donc, apparemment, les assaillants semblent être venus de la fameuse forêt du Ouagadougou. Pourquoi ce tape-là persiste alors qu'il y a des moyens militaires qui pourraient nettoyer ce secteur-là? Donc, ce sont des questions qui se posent. On ne comprend pas pourquoi. Donc, cette attaque est venue de si près de la Mauritanie et qu'on ne voit pas de réaction du côté mauritanien. Justement, ces attaques terroristes, au départ, c'était surtout le nord du Mali qui en était victime. Là, maintenant, la menace s'étend sur le centre. Elle descend même un petit peu plus au sud. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, depuis quelque temps, on le constate. Et c'est pourquoi donc, on a créé ce G5-là pour couvrir ce centre. Mais on se rend compte, d'abord, ce G5 n'est pas opérationnel. Ensuite, les résultats tardent à venir. Pourquoi? Est-ce que s'il y a un problème de stratégie? Mais on sent aussi aujourd'hui que, par exemple, la France en a pris conscience dans la mesure où elle est en train de construire une base au centre du Mali, dans le Gourma. Est-ce que ça va résoudre le problème? Les Maliens sont de plus en plus sceptiques. Parce que plus il y a de forces militaires sur le terrain, plus l'insécurité a tendance à s'étendre un peu partout. Alors, ces groupes armés, ils existent depuis longtemps. Il y a eu plusieurs rébellions. Cela dit, sous les précédents régimes, on avait l'impression qu'elles étaient contenues. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que, au fond, les précédents régimes ont réussi à contenir d'une certaine façon ces rébellions et qu'aujourd'hui, elles semblent éclater un peu partout? C'est le cas au Mali. On voit la même chose aussi au Burkina Faso. Ce sont des situations similaires. Absolument. J'ai le sentiment que plutôt les régimes précédents avaient passé une sorte d'accord tacite avec ces groupes armés, parce que dans le cas malien, c'est en 2006 qu'il y a eu des accords parrainés par l'Algérie et qui a amené l'État malien à dégarnir les garnisons dans la partie nord du Mali. Donc, ce qui a créé un vide et a permis à ces groupes djihadistes de s'installer et de prospérer à travers des trafics de marchandises, par la suite des trafics d'armes et de munitions, des trafics de drogue, des trafics d'otages. Et finalement, donc, c'est devenu un phénomène qui a dépassé les capacités de l'État malien, après la crise qui est intervenue en Libye. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous appelez deal, cet accord finalement tacite avec les groupes armés, qu'est-ce qui fait qu'il a volé en éclats aujourd'hui? Bon, dans le cas malien, il a volé en éclats parce que les appétits sont venus, parce qu'il y a non seulement ces groupes djihadistes qui opéraient dans le secteur, mais vous savez aussi à la suite donc, de la chute de Kadhafi, de troupes armées sont venues lourdement armées, donc qui sont entrées en territoire malien. La Mauritanie a désarmé les siens, le Niger a désarmé les siens, mais le Mali a joué au plus fin avec ATT. On les a accueillis, on les a installés, on ne les a pas désarmés. Et ils se sont lancés donc, dans cette guerre de conquête de la partie nord du Mali sous un drapeau indépendantiste. Peut-être en quelques mots pour en finir avec cela, quelles seraient les pistes, à votre avis, pour réussir à régler durablement cette question du terrorisme au Mali? Ça veut dire que tous les pays concernés jouent franc jeu. Je veux parler d'abord des pays africains, la Mauritanie et le Burundi. Le cas du Burkina est en train de se résoudre dans la mesure où Blaise Compaoré avec le même genre de deal avec ces groupes terroristes. Aujourd'hui, le cas mauritanien est problématique dans la mesure où on constate que malgré tout, il n'y a pas d'attaque en Mauritanie. Et pourtant, certaines attaques viennent du territoire mauritanien et se réfugient aussi au territoire mauritanien. Donc il y a une question de loyauté des pays africains les uns par rapport aux autres. L'autre dimension, c'est l'attitude aussi de la France qu'on ne comprend pas
qu'on ne comprend pas bien. En tout cas, les Maliens ont le sentiment que aussi il y a des non-dits entre les troupes françaises et les troupes djihadistes, parce qu'on voit qu'il y a une partie du Mali, notamment le nord, qui échappe totalement au contrôle de l'État malien. Et il y a des circuits d'approvisionnement en armes qui viennent du nord du Mali. Alors, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de la crise politique et de la démission du Premier ministre jeudi. Alors, en 2017, Soumaïlou Boubèye Maïga, on est allé le chercher pour résoudre la crise sécuritaire. Même pas 2 ans plus tard, il est poussé à la sortie alors que la crise s'est aggravée. En fait, comment est-ce qu'on peut expliquer, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Je pense que Boubèye a été victime de plusieurs choses. D'abord de sa réputation. Il faut dire qu'il a été sous Alpha Oumar Konaré, directeur des services de sécurité. À tort ou à raison, on a pensé qu'il en a profité pour monter un peu des dossiers de tout le monde. Donc c'est un homme qui est assez craint et peut-être détesté aussi en sourdine, surtout par la classe politique. Le deuxième aspect, je pense aussi, c'est son appétit de pouvoir. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il chute et qu'il revient, mais cette fois-ci, il semblait être venu en force. Et il semble donc qu'il a voulu aller trop vite en essayant donc d'aspirer. Mais là, il a surtout été victime des mouvements religieux et notamment de l'imam Dicko. C'est eux qui ont mobilisé grandement dans le pays et notamment dans la capitale contre le Premier ministre depuis le mois de février. En apparence, mais en réalité, il est tombé parce que justement le parti majoritaire a basculé dans le camp de l'opposition. Et justement, pourquoi ce parti majoritaire a basculé dans le camp de l'opposition par rapport à Boubèye? Parce que Boubèye, entre-temps, lui a piqué pas mal donc, de ses élus et pour renforcer son propre parti. Donc aujourd'hui, il y a une course qui est engagée au Mali qui ne dit pas son nom pour la succession de président Ibeka. Et c'est cette bataille-là qui fait rage en ce moment, qui explique pourquoi le RPM, qui est le parti de Ibeka, a basculé dans le camp des opposants et a déposé une motion de censure pour le pousser dehors. C'est pas seulement, évidemment, il y a eu cette mobilisation des religieux, mais il a fallu ce coup d'accélérateur politique pour venir à bout de Boubèye. Pour en savoir un petit peu plus sur les religieux, notamment sur l'imam Dicko, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une stratégie de prise du pouvoir de la part des religieux au Mali? Absolument, depuis longtemps. Depuis d'ailleurs l'époque de ATT, c'est à cette époque-là qu'il y a eu l'émergence donc d'un mouvement religieux qui a pris des allures donc de mouvement politique. Justement, cette bataille qui s'est déroulée autour du Code de la famille qui a obligé le gouvernement à reculer. Depuis lors, les religieux, on les vend en poupe. N'eût été l'intervention militaire française après la chute de ATT, certainement, si on avait organisé des élections dans les circonstances normales, ces religieux auraient pris le pouvoir par la voie des urnes. Donc, il y a un projet. Politique. Il y a un projet politique qui de plus en plus devient apparent et qui fait que l'imam Dicko jette le masque et de plus en plus apparaît beaucoup plus comme un acteur politique, comme un acteur religieux. Une dernière question en très peu de temps, il nous reste 30 secondes. Il y a des négociations qui sont en cours pour trouver le futur Premier ministre. D'après vous, quel serait le profil idéal, en quelques mots? Bon, je pense que le profil idéal, ce serait donc quelqu'un qui veut réformer, qui puisse réformer le système, donc qui puisse être assez indépendant. Or, dans le contexte actuel du Mali, ce n'est pas du tout évident. Merci beaucoup, Hissane Ndiaye, ancien ministre, président du Forum civique Mali. Merci d'avoir répondu à nos questions.